Module 7. Phénomène de l'émancipation de l'âme. Étude 1. Sommeil et rêve. Durant ce podcast, nous établirons la différence entre le sommeil et le rêve, et on justifiera l'importance du sommeil sous le point de vue spirit. L'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés et le corps n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits. En réponse à la question 402 du livre des esprits, les guides spirituels disent que l'on peut juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil par les rêves. Lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille. Il a le souvenir du passé et quelques prévisions de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre. Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Les esprits qui sont dégagés de la matière assez rapidement à leur mort ont eu des sommeils intelligents. Celles-là, quand ils dorment, rejoignent la société des autres êtres supérieurs à eux. Ils voyagent, causent et s'instruisent avec eux. Ils travaillent même sur des projets ou des ouvrages qu'ils trouvent finalisés lorsqu'ils meurent. Voilà pour les esprits élevés. Mais pour la masse des hommes qui, à la mort, doivent rester de longues heures dans ce trouble, ceux-là vont soit dans des mondes inférieurs à la Terre, où d'anciennes affections les rappellent, soit chercher des plaisirs peut-être encore plus bas que ceux qu'ils ont ici. Plus loin, dans la même question, ils nous disent « Le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu, ou de tout ce que vous avez vu. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement. Ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre entrée, auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille. Sans cela, comment expliqueriez-vous ces rêves absurdes que font les plus savants comme les plus simples? Les mauvais esprits se servent aussi des rêves pour tourmenter les âmes faibles et pusillanimées. Au reste, vous verrez se développer une autre espèce de rêve. Elle est aussi ancienne que celle que vous connaissez, mais vous l'ignorez. Le rêve de Jeanne, le rêve de Jacob, le rêve des prophètes juifs et de quelques devins indiens. Ce rêve-là est le souvenir de l'âme entièrement dégagée du corps. Ainsi, les rêves sont le produit de l'émancipation de l'âme rendue plus indépendante par la suspension de la vie active et de la relation. De là, une sorte de clairvoyance indéfinie qui s'étend aux lieux les plus éloignés et que l'on n'a jamais vus, et quelquefois même à d'autres mondes. De là encore le souvenir qui retrace à la mémoire les événements accomplis dans l'existence présente ou dans les existences antérieures, l'étrangeté des images de ce qui se passe ou s'est passé dans les mondes inconnus, entremêlés des choses du monde actuel, forment ces ensembles bizarres et confus qui semblent n'avoir ni sens ni liaison. L'incohérence des rêves s'explique encore par les lacunes que produit le souvenir incomplet de ce qui nous est apparu en songe. Tel serait un récit dont on aurait tronqué au hasard des phrases et des parties de phrases, les fragments qui resteraient, étant réunis, perdraient toute signification raisonnable. Le professeur Ivaï demande aux esprits supérieurs pourquoi, parfois on ne se rappelle pas toujours de ses rêves. Ils nous répondent ainsi. Dans ce que tu appelles le sommeil, ce n'est que le repos du corps, car l'esprit est toujours en mouvement. Là, il recouvre un peu de sa liberté et correspond avec ceux qui sont chers, soit dans ce monde, soit dans d'autres. Mais comme le corps est une matière lourde et grossière, il conserve difficilement les impressions qu'a reçues l'esprit, parce que l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps. Cependant, pour que l'esprit s'émancipe, il n'est pas nécessaire que le sommeil soit complet.
Il suffit que l'esprit recouvre sa liberté quand les sens s'engourdissent. Il profite pour s'émanciper de tous les instants de répit que lui laisse le corps. Dès qu'il y a prostration des forces vitales, l'esprit se dégage, et plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. Ainsi, le corps étant engourdi, l'esprit cherche à briser sa chaîne, il se transporte et voit. Si le sommeil était complet, ce serait un rêve. Maintenant, abordons l'importance du sommeil sous le point de vue spirit. Les instructeurs de la codification nous disent que grâce au sommeil, les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits. Et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs consentent, sans trop de répulsion, à s'incarner parmi vous. Dieu a voulu que pendant leur contact avec le vice, ils puissent aller se retremper à la source du bien, pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venaient instruire les autres. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers les amis du ciel. C'est la récréation après le travail, en attendant la grande délivrance, la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu. Ainsi, le sommeil a été donné à l'homme pour la réparation des forces organiques et pour celle des forces morales. Pendant que le corps récupère les éléments qu'il a perdus par l'activité de la veille, l'esprit va se retremper parmi les autres esprits. Il puise dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend et dans les conseils qu'on lui donne, des idées qu'il retrouve au réveil à l'état d'intuition. C'est le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie. C'est le prisonnier momentanément rendu à la liberté. Pendant le sommeil, nous pouvons entrer en contact avec d'autres esprits incarnés et même avec des personnes que nous ne connaissons pas à l'état de veille. Nous pouvons encore, sans nous en douter, des amis dans d'autres mondes ou dans d'autres pays. Les esprits supérieurs nous disent: le fait d'aller voir pendant le sommeil des amis, des parents, des connaissances, des gens qui peuvent vous être utiles est tellement fréquent que vous l'accomplissez vous-même presque toutes les nuits. Au réveil, il reste une intuition de ce fait, et c'est souvent l'origine de certaines idées qui viennent spontanément à l'état de veille. La littérature spirit est pleine d'exemples, mais aussi mentionne beaucoup d'expériences significatives que nous expérimentons pendant le sommeil. Dans le livre « Missionnaire de la lumière » au chapitre « Dans les plans des rêves », André Louis, l'esprit d'André Louis, nous parle des explications données aux esprits incarnés pendant la période de sommeil physique naturel. Il dit, après quelques minutes de conversation enchanteresse et instructive, le frère Francisco, qui est un dirigeant d'une équipe secouriste sur le plan spirituel, s'approche de l'orientaire d'André Louis pour se renseigner sur les objectifs de la réunion de la nuit. Oui, bien sûr. Nous aurons un travail d'orientation générale auprès de certains de nos amis concernant les problèmes de médiumnité, de psychisme, sans vraiment de détails particuliers. Si vous me le permettez, je souhaiterais amener quelques compagnons qui collaborent fréquemment avec nous. Ce serait pour nous une grande satisfaction de les voir profiter du temps de sommeil physique. Sans aucun problème. Le service aujourd'hui est destiné à la préparation de nos coopérateurs, encore incarnés à la surface. Nous serons à votre disposition et recevrons vos auxiliaires avec allégresse. Merci. Pourrons-nous nous en occuper ? Oh, immédiatement, sans hésitation. Conduisez vos amis au site que vous connaissez. Le groupe de secouristes s'éloigna, me laissant un véritable monde de pensées nouvelles. Selon les informations antérieures, Alexandre dirigeait cette nuit-là une petite assemblée d'étudiants et, dès que nous nous retrouvâmes seuls, il m'expliqua serviable. Voyez-vous, André, notre groupe d'étudiants terrestres possède déjà un certain nombre de personnes. Cependant, il manque certaines qualités essentielles pour fonctionner avec un plein profit. En vue de cela, il est indispensable de doter les compagnons de connaissances plus instructives. Répondant aux injections de cet ordre, j'ai établi un cours d'éclaircissement méthodique pour améliorer la situation. Nous comptons, dans notre centre d'études,
avec un nombre supérieur de 300 personnes, mais toutefois, à peine 32 arrivent à briser les toiles des plus basses sensations physiologiques pour assimiler nos leçons. Certaines nuits, on peut même voir quelques-uns d'entre eux rompre leurs engagements, en répondant aux séductions communes, réduisant encore plus la fréquentation générale. En compensation, il y a de temps en temps l'apparition fortuite d'autres compagnons, comme cela a lieu ce soir avec frère Francisco, qui nous amènera quelques amis. D'accord. Alexandre, et les frères qui comparaissent conservent-ils le sujet, ou le souvenir plutôt intégral des services partagés, des études effectuées, des observations entendues ? Plus tard, l'expérience nous montrera combien est réduite la capacité sensorielle. L'homme éternel garde le souvenir complet et conservera tous les enseignements, les intensifiant et les valorisant, en accord avec l'état évolutif qui lui est propre. L'homme physique, par contre, esclave des limitations nécessaires, ne peut aller si loin. Le cerveau de chair, par les injonctions de la lutte à laquelle l'esprit a été appelé à vivre, est un appareil au potentiel réduit, dépendant beaucoup, mais beaucoup, de l'illumination de son détenteur, auquel se réfère la fixation de bénédictions divines déterminées. De cette manière, André, la mémorisation de telles réminiscences dans le livre temporaire des cellules cérébrales est bien différente parmi les disciples, variant d'une âme à une autre. Bon, néanmoins, il me revient d'ajouter que dans la mémoire de tous les frères de bonne volonté demeurera, de toute manière, le bénéfice, même si durant la période de veille, ils n'arrivent pas à en déterminer l'origine. Les leçons, du genre de celle à laquelle vous assisterez cette nuit, sont les messagères d'inexprimables utilités pratiques. En se réveillant ensuite, à la surface, les apprentis expérimentent soulagement, repos et espérance, connaissant de nouvelles valeurs éducatives. Alors il est certain qu'ils ne peuvent pas revivre les détails, mais ils garderont l'essentiel, se serviront revigorés d'une manière qui leur paraîtra inexplicable, pas seulement pour reprendre la lutte journalière dans le corps physique, mais aussi pour en faire bénéficier leurs prochains et combattre, avec succès, leurs propres imperfections. Leurs pensées se trouveront plus claires, leurs sentiments plus élevés, et leurs prières plus respectueuses et productives, enrichissant leurs observations et, évidemment, leurs travaux de chaque jour. Dans un autre ouvrage, dans les domaines de la médiumnité, le même auteur relate un épisode de sommeil provoqué par les esprits bienfaiteurs, objectivant une assistance personnalisée, dont voici le récit. Délicatement, ils commencèrent tous les deux à lui appliquer des passes sur la tête, concentrant l'énergie magnétique le long des cellules corticales. Anésia se vit prise dans un doux processus d'hypnose qu'elle attribua à la fatigue, ne luttant pas. Rapidement, elle laissa le corps dense dans la prostration du sommeil, venant à notre rencontre en dédoublement presque naturel. Cela dit, elle ne paraissait pas aussi consciente sur notre plan qu'il aurait été souhaitable. Centralisée sur l'affection envers son ami Jovino constituait une obsédante préoccupation. Elle reconnut Théonilia et Aulus comme des bienfaiteurs et nous lança un regard significatif de sympathie. Mais elle se montrait abasourdie, affligée. Elle voulait voir son époux, l'entendre. L'assistant Aulus résolut de la satisfaire. Soutenue par les bras de l'admirable amie Théonilia, elle prit la direction qu'elle semblait avoir devinée, comme si elle eût possédé d'avance toutes les données nécessaires à la localisation de son ami, intégrant un groupe joyeux dans une attitude de profonde intimité. Entourant ce groupe, plusieurs entités, qui étaient inconnues, formaient un cercle vicieux de vampires qui ne percevaient pas notre présence. En se retrouvant face à son compagnon dans la position où il se trouvait, Anésia lâcha un douloureux cri et s'effondra en pleurs. Avec nous, la suivant, elle recula, blessée par l'affliction et la surprise, et aussitôt que nous fûmes de retour sur la voie publique, caressée par l'air léger de la nuit, l'assistant la prit paternellement dans ses bras, la jugeant davantage maître de sa personne, bien que la souffrance eût modifié son visage, et lui parla avec la plus grande tendresse.
Ma sœur, reprends-toi. Tu as prié, demandant l'assistance spirituelle. Et nous sommes ici, t'approchant notre solidarité. Ressaisis-toi, ne perds pas espoir. Espoir? J'ai été trahi, misérablement trahi. Et trahi par qui? Par mon époux qui a manqué aux engagements du mariage. Mais admettrais-tu par hasard que le mariage soit une simple excursion dans le jardin de la chair? Supposes-tu que l'union terrestre soit d'à peine la musique de l'illusion s'éternisant dans le temps? Mon ami, le foyer est une école où les âmes se rapprochent pour le service de leur propre régénération, visant le perfectionnement qu'il nous revient de présenter dans le futur. Ignores-tu qu'il y a des professeurs et des élèves dans l'école? Ignores-tu que les meilleurs doivent aider les moins doués? Mais Giovino, Oublierais-tu que ton époux a bien plus besoin maintenant de ta compréhension et de ta tendresse? La femme ne pourra pas forcément toujours voir dans le compagnon l'homme aimé avec douceur, mais plutôt un fils spirituel, ayant besoin de compréhension et de sacrifice pour s'élever. Comme l'homme ne parviendra pas obligatoirement à toujours contempler la fleur de ses premiers rêves, mais une fille du cœur qui requiert sa tolérance et sa bonté, afin qu'elle passe de l'ombre à la lumière. Oui, je le reconnais, mais ne me laissez pas seul. Mais comment l'accepter? Je perçois son influence. mais Aulus, Oui, André. que faire d'une telle créature? Avoir pitié d'elle? Il me semble que le réveil lui sera terrible. Anésia, s'assimilant à une enfant résignée, posa sur le bienfaiteur des yeux limpides, comme lui promettant obéissance et l'effleurant. Retourne à ton foyer et fais usage de l'humilité et du pardon, du travail et de la prière, de la bonté et du silence dans la défense de ta sécurité. Nous la vîmes se réveiller dans son corps physique, l'âme rénovée, presque heureuse. Elle essuya les larmes qui baignaient son visage et essaya anxieusement de se souvenir, point par point, de l'entrevue qu'elle avait eue avec nous. En réalité, elle ne parvint qu'à aligner des réminiscences fragmentaires, mais elle se reconnut reconfortée, sans révolte et sans amertume, comme si des mains intangibles lui avaient lavé ses pensées, lui conférant une compréhension plus claire de la vie. Maintenant, abordons le souvenir d'une vie passée. Emmanuel, dans le livre Il y a 2000 ans, en relate un autre type d'expérience à travers le sommeil. Le souvenir d'une vie passée. Il s'agit du rêve de Publio Lentulus, mentionné au début de l'œuvre citée. Voici un extrait de la conversation entre Publius et son ami Flaminio. Je me suis couché tôt alors qu'il me semblait apercevoir près de moi l'image de Thémis. Thémis, la déesse romaine de la justice, que nous gardons sur notre autel domestique comme tous ceux qui exercent les fonctions de la justice. Alors j'ai senti qu'une force extraordinaire scellait mes paupières fatiguées et endolories. Néanmoins, je voyais d'autres endroits, en reconnaissant des paysages familiers que j'avais complètement oubliés. Réalité ou rêve, je ne sais le dire. Je me suis vu portant des insignes de consul au temps de la République. Il me semblait avoir régressé à l'époque de Lucius Sergius Catilina. En effet, je le voyais à mes côtés, ainsi que Cicéron. Tous deux se représentaient à mes yeux comme deux personnifications, celle du mal et celle du bien. Je me sentais lié au premier part des liens forts et indestructibles, comme si j'étais en train de vivre l'époque ténébreuse de sa conspiration contre le Sénat, en participant avec lui au complot ignominieux qui visait l'organisation intime de la République. Je soutenais ses intentions criminelles en adhérant à tous ses projets avec mon autorité administrative et en assumant la direction de réunions secrètes où je décrétais d'horribles assassinats. Ce qui m'humiliait le plus dans ces visions de mon passé coupable, comme si j'avais maintenant honte de pareilles réminiscences, c'est que je me prévalais de l'autorité et du pouvoir pour qu'en profitant de la situation, j'exerce les vengeances les plus acerbes envers mes ennemis personnels contre lesquels
je donnai des ordres d'emprisonnement sous les plus terribles accusations. Maintenant, voyons le cas de prémonition. Des exemples d'expériences pendant le sommeil peuvent se multiplier, autant que les œuvres médiumniques que dans celles de recherche scientifique. Parmi ces dernières, on peut mentionner ce cas qui est très intéressant dans l'œuvre La mort et son mystère, rapportée par Camille Flammarion, par le renommé chercheur M. Frédéric Passy. Je ne l'ai pas trouvé, ce présent récit, dans votre ouvrage L'inconnu, et je suis sûr qu'elle vous intéressera, car elle vient d'un écrivain scrupuleux, d'un homme d'une intégrité incontestable, le quaker Étienne de Grelais. Je vous donne son récit tel que je l'ai transcrit de la relation de voyage en Russie. Pendant son séjour à Saint-Pétersbourg, la comtesse Touchkov raconta ce qui suit au quaker voyageur. Environ 3 mois avant l'entrée des Français en Russie, lors de l'invasion de Napoléon Bonaparte, le général, son mari, était avec elle dans leur propriété à Toula. Elle rêva qu'étant à l'hôtel, dans une ville inconnue, son père était entré, tenant son fils unique par la main et lui avait dit strictement « Ton bonheur est fini, ton mari est tombé, et il est tombé à Borodino. » Elle s'éveilla avec un grand trouble, mais voyant son mari auprès d'elle, elle reconnut que c'était un rêve et elle arriva à se rendormir. Le même rêve se renouvela et fut suivi de tant de tristesse qu'elle fut longtemps sans pouvoir se remettre. Le rêve revint une 3e fois. Elle éprouva une si grande angoisse qu'elle réveilla son mari et lui demanda « Très cher, où se trouve Borodino ?» Malheureusement, il ne le savait même pas. Dans la matinée, tous deux se mirent à chercher avec leur père ce nom sur la carte du pays sans pouvoir le trouver. C'était alors un lieu très obscur, mais il est devenu fameux par la sanglante bataille qui s'est livrée tout après. Cependant, l'impression que la comtesse avait reçue était profonde et son inquiétude bien grande. Alors, le théâtre de la guerre était éloigné, mais bientôt il se rapprocha. Avant que les armées françaises fussent à Moscou, le général Touchkov fut mis à la tête de l'armée de réserve. Un matin, le père de la comtesse, tenant son jeune fils par la main, entra dans la chambre de l'hôtel qu'elle habitait. Il était triste, comme elle l'avait vu dans son rêve, et il lui disait « Il est tombé à Borodino. » Elle se vit dans la même chambre, avec les mêmes objets dont elle était entourée dans son rêve. Son mari fut en effet une des nombreuses victimes de la sanglante bataille livrée près de la rivière de Borodino, qui donne son nom à un petit village. Les cas rapportés et d'innombrables d'autres survenus au long de l'histoire de l'humanité démontrent clairement l'importance de cette période de repos apparent, qui n'est qu'une opportunité bénie de communication avec le monde des esprits. C'est à nous de bien en profiter pour notre progrès spirituel, car selon les esprits supérieurs, le sommeil influe plus que vous ne le pensez sur votre vie. Que celui qui est pénétré de cette vérité élève sa pensée au moment où il sent les approches du sommeil, qu'il fasse appel au conseil des bons esprits et de ceux dont la mémoire lui est chère, afin qu'ils viennent se réunir à lui dans le court intervalle qui lui est accordé, et au réveil, il se sentira plus de force contre le mal, plus de courage contre l'adversité.